Bonjour à toutes et tous. Écoutez, Bonjour. on va pouvoir démarrer le webinaire. Euh, Écoutez, on vous remercie d'être là aujourd'hui pour cette série de webinaires sur la diversification aujourd'hui sur l'agrivoltaïsme. Avant qu'on démarre, j'en profite pour vous rappeler les financeurs de ces webinaires. Donc, ces webinaires sont permis par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ainsi que l'Union européenne. Et pour rappel, du coup, l'idée de cette série de webinaires, c'est vraiment de vous apporter des éléments de réflexion pour vos projets de diversification, notamment sur l'agriculture biologique. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous présenter des personnes, des ressources pour vous aider à avancer et mûrir vos projets de diversification. Et il ne me reste plus qu'à me présenter rapidement, Jean Béliard, animateur collectif bio à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Et je laisse la parole à Violette. Bon Et webinaire. bonjour. Merci, pardon Jean. Et bonjour à tous. Donc, je suis chargée de mission agrivoltaïsme, donc voilà, pour accompagner les agriculteurs qui auraient ce type de projet. Du coup, le programme aujourd'hui, donc voilà, l'idée c'était de parler d'agrivoltaïsme et un peu d'autres sujets qu'il y a autour quand même. Donc l'idée c'est de vous refaire un petit contexte rapide sur la partie énergie solaire. Bien repréciser ensuite de quoi on parle quand on parle de solaire en zone agricole, parce que voilà, il va y avoir différents projets, l'agrivoltaïsme pur et dur, des bâtiments à toiture photovoltaïque, de centrales au sol. Donc l'idée c'est de vous refaire que ce soit clair pour vous quel projet correspond à quoi. Ensuite, on fera du coup un focus sur l'agrivoltaïsme, un focus sur les bâtiments PV aussi rapidement avec le cas des serres. Et puis, je vous indiquerai aussi au long du webinaire des ressources intéressantes et puis les personnes ressources à la Chambre également. Donc, comme le disait Jean, il y aura des phases de questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat et puis comme ça, on y répondra au moment venu. Hop, donc premier point, donc on va refaire un petit point sur l'énergie solaire donc en France, en Nouvelle-Aquitaine, pour comprendre finalement pourquoi on a commencé à faire des projets solaires sur des zones agricoles. Donc déjà, si on regarde un petit peu sur les puissances installées, donc vous voyez, ça vous parle pas forcément, mais en France, à savoir qu'il y a 31 gigawatts donc d'énergie solaire, hein, vraiment des produits d'énergie solaire installés donc fin 2025 et donc on n'a pas les chiffres 2025, mais fin 2024 en Nouvelle-Aquitaine, on est à 5 gigawatts, à savoir que la Nouvelle-Aquitaine est la première région en termes de production d'énergie solaire. Donc ces productions-là, elles vont être encadrées par différents textes. Au niveau du coup national, donc on a la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc maintenant on a la PPE 3. Donc depuis pas longtemps, comme vous pouvez le voir, elle a été publiée en février 2026. Donc un texte qui a été très attendu. À quoi ça sert finalement? C'est vraiment le cadre stratégique et réglementaire sur la gestion de l'énergie au niveau national. Ça va donner des grandes orientations et c'est revu par période de 5 ans. Donc, à savoir que les nouveaux objectifs, vous les avez là, donc jusqu'à 80 gigawatts d'objectifs d'ici 2035, sachant que ces objectifs, par rapport à l'ancienne PPE, ils ont été quand même revus à la baisse. Et donc, un tiers au sol, c'est-à-dire que tout le reste dans les objectifs, c'est prévu que ce soit donc sur bâtiment, voilà, toiture, ombrière de parking, etc. Comment c'est décliné ensuite au niveau régional? Donc, en Nouvelle-Aquitaine, dans toutes les régions, vous avez un SRADET, donc un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. L'idée, c'est qu'en fait, cet outil-là, il va vraiment venir planifier, voilà, se dire comment on va développer l'énergie solaire pour qu'elle remplisse les objectifs. Les objectifs actuels, donc vous les avez ici, ils sont entre 11 et 14 gigawatts d'ici 2035, qui seront peut-être revus à la baisse aussi, parce qu'on n'a pas encore la déclinaison par rapport à cette nouvelle PPE. Donc, tout ça, finalement, ça ne nous parle pas forcément ici, mais du coup, en termes de surface, qu'est-ce que ça va représenter? Donc, il y a des petits calculs qui ont été faits, notamment par l'IDEL. Donc, si on regarde au niveau national, donc en France, vous avez 26 millions d'hectares de SAU, à peu près, hein, le chiffre a peut-être un petit peu bougé. Si on considère, on considère 2 hectares égale 1 mégawatt de production, si on parle vraiment finalement agrivoltaïsme, si on est voilà, sur du bâtiment ou des centrales au sol classique, on va peut-être être un peu moins, mais bon, c'est pour se donner une idée. Donc ça fait que par rapport aux objectifs qu'on a présentés avant, on aura besoin de 28 000 à 46 000 hectares au sol d'ici 2035. Et ça représente finalement moins de 0,2% de la SAU nationale. Donc voilà, ça reste quand même assez infime. Si on regarde au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas les objectifs entre ce qui va être au sol ou en toiture, mais bon, si on prend toute surface confondue avec les mêmes ordres de grandeur,
est sur moins 0,5% de la SAU. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, on sait qu'on ne mettra pas des panneaux sur l'entièreté des parcelles du département et de la région. Mais cependant, on sait qu'on a quand même besoin, en tout cas, pour remplir ces objectifs, on a besoin d'aller chercher des surfaces. Donc, pour rappel quand même, que ce soit la PPE Stradet, la charte de la Gironde également sur l'agrivoltaïsme, la priorité, elle va toujours être mise sur les surfaces déjà artificialisées, les surfaces dégradées, les toitures, etc. Mais comme je vous le disais avant, on sait que pour remplir les objectifs donnés notamment par la PPE3, on ne pourra pas le faire. Toutes ces surfaces-là ont été pour la plupart déjà utilisées. Donc c'est pour ça finalement qu'il y a des projets qui se sont développés sur des terres agricoles, parce que finalement c'est du foncier en fait, disponible qui peut être utilisé pour ça. Alors du coup, quand on parle de solaire en zone agricole, finalement, de quoi on parle? Donc je vais vous représenter un peu le cadre réglementaire et puis vous distinguer les différents types de projets. Donc, la nouvelle réglementation, donc depuis le 10 mars 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on a une nouvelle loi, la loi APER, donc APER pour accélération de la production d'énergie renouvelable. Et cette loi, elle va notamment donc encadrer la solaire, notamment en zone agricole, et donner une définition de l'agrivoltaïsme. Donc cette loi, elle a été déclinée ensuite par un décret en avril dernier, enfin 2024 même, et ensuite un arrêté et une instruction technique qu'on a eu début d'année dernière. Voilà, tout ça pour vous dire que hop, pardon, j'ai un bug sur mon diapo, c'est bon. Tout ça pour vous dire que donc voilà, ça commence par le photovoltaïque et l'agri-PV en zone agricole commence à se structurer, mais on est quand même en attente de pas mal de textes, notamment des textes sur tout ce qui va être partage de la valeur, sur ce qu'on appelle les technologies éprouvées, c'est-à-dire quelles technologies on connaît actuellement, on est sûr que ça fonctionne et qu'elles correspondent aux critères de la loi. Sur l'aspect contractualisation aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, tous ces points-là ne sont pas encore clarifiés. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que maintenant, on a un cadre réglementaire, mais il est encore très jeune, il n'est pas complet et il peut être aussi pas mal soumis à interprétation. Donc, voilà, la filière est en train de se construire. Et donc, finalement, ce cadre réglementaire, qu'est-ce qu'il introduit? Donc, on reprécise, donc on va en fait distinguer 3 types de projets solaires en zone agricole. Donc, les premiers projets, ça va vraiment être tout ce qui est hangar avec toiture photovoltaïque et les serres photovoltaïques qui sont mis dans la même catégorie. Donc ça, c'est comme quand vous faites une demande en tant qu'agriculteur de construction d'un bâtiment, et donc maintenant, on voit beaucoup de bâtiments avec toiture photovoltaïque. Et ce qui est important, c'est qu'on a le bâtiment lui-même ou la serre qui doit être nécessaire à l'exploitation agricole. Et après, on vient mettre des panneaux dessus pour la partie financement et autres, mais le but premier, on va dire, c'est vraiment la construction du bâtiment. Ensuite, vous avez donc les projets d'agrivoltaïsme. Donc là, on parle vraiment de panneaux dans un champ, sur un parcours, sur des parcours d'animaux, etc. Où on doit montrer une synergie entre la production agricole et la production d'énergie. Et donc là, on a maintenant des critères réglementaires auxquels on doit répondre et qui vont être suivis et contrôlés tout au long de l'existence de la centrale. Et enfin, les derniers projets que vous avez, ça va être ce qu'on appelle vraiment les centrales photovoltaïques au sol, donc qui correspondent finalement à ce qu'on peut voir actuellement, parce que tous les projets d'agrivoltaïsme, par exemple, comme on l'a dit, la loi est très récente et il n'y a pas encore de projets qui sont sortis de terre qui correspondent à ces critères-là. Les centrales que vous connaissez actuellement, ça va vraiment être ça, ces centrales PV au sol. Qu'on pouvait faire avant sur n'importe quelle, entre guillemets, terre agricole, maintenant c'est encadré dans la loi. Ça va être uniquement possible sur certaines surfaces qui ont été identifiées à la parcelle ou qui correspondent à des terrains délaissés, des plans d'eau, des anciennes carrières, etc. Donc, il faut bien faire la distinction entre ces 3 types de projets. Et du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vraiment parler donc agrivoltaïsme et puis un petit peu hangar et serre PV. Alors, est-ce qu'il y a déjà des premières questions jusque-là? On n'est pas encore entré dans le vif du sujet, mais voilà, si jamais, ou s'il y a des points spécifiques que vous voulez aborder, je pourrais m'y attarder un petit peu plus. Jean, tu me dis s'il y a des questions pas dans le de chat. questions pour le moment dans le chat. Pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, là, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat via l'icône conversation. Et il y aura des petits temps de questions à chaque fois, comme ça, après chaque partie, où vous pourrez poser vos questions. Si quelqu'un veut poser une question à l'oral, là, au passage, faut pas hésiter. Bon, je pense là, on Et est sur le sinon, début. voilà. Donc... Moi, je voudrais bien poser une question. Oui, bonjour. Bonjour, je suis viticulteur dans le 33 et j'aurais aimé savoir si c'est prévu
qu'on puisse installer des panneaux photovoltaïques en partie sur des vignes? Alors, il y a des projets, en effet, de panneaux sur vigne qui se montent. Alors, je vous avoue que ce n'est pas les plus, ceux qui sont qu'on le voit le plus en Gironde au vu de la situation actuelle. Mais en effet, c'est des projets qui existent. Juste après, je vais vous montrer des exemples de projets et ça peut se faire. Après, voilà, il faut étudier le projet. On ne peut pas savoir à l'avance si tout sera bon ou pas. Mais oui, oui, ça s'étudie. Il y a des sociétés qui travaillent sur ce type de projet. D'accord. Et sinon, en dehors des sols pollués ou des étangs ou d'une carrière, il y a aucun espoir de mettre des cellules photovoltaïques, des centrales photovoltaïques sur de la prairie, par exemple. Alors, quand on va parler vraiment projet d'agrivoltaïsme, ça va être possible si on respecte les conditions. Après, si on parle vraiment de centrales au sol qui sont vraiment là uniquement pour faire de l'électricité et après ça va être entretenu via quelques animaux, là en effet ce sera plus possible à part voilà, sur des surfaces identifiées. On va en reparler après, voilà, des types de projets avec prairies, animaux, etc. Ok. C'est bon pour vous? Bah, oui, moi j'ai pas d'animaux, donc c'est excellent pour moi. Voilà. Bon. Vous allez voir après avec les exemples, puis on pourra en revenir à votre question après s'il y a besoin. Mais du coup, je continue, on prendra les questions après. Donc focus vraiment sur l'agrivoltaïsme. Donc, quelle est la définition et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sous les panneaux? Donc, vous verrez qu'en théorie, on peut tout faire. Voilà, la loi donne une définition générale de l'agrivoltaïsme. En pratique, on n'a pas encore de retour d'expérience très important et il y a une grande partie des productions aussi où on n'en a même pas du tout. Voilà, c'est une filière encore jeune et pas mal de choses à découvrir. Alors, si on reprend la définition de la loi, donc la loi Appert, elle introduit une définition de l'agrivoltaïsme comme vraiment une installation où on va produire de l'électricité, donc avec des panneaux photovoltaïques, qui vont être situés sur une parcelle agricole. Et c'est assez important, c'est que ce projet-là, il doit contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Donc, il y a vraiment une notion de production derrière. C'est pour ça, voilà, comme je dis, des projets sur prairie, il faut voir, en fait, il faut que derrière cette prairie, elle soit voilà, pour produire du foin, pour mettre des animaux pour le pâturage, etc. Ça ne va pas être juste de l'entretien qu'on va faire. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie production derrière. Là, je vous ai mis quelques exemples en photo et j'en ai préparé d'autres après pour que vous vous rendiez un petit peu compte de finalement la diversité des projets possibles. Donc, les projets qu'on voit le plus, ça va être des projets, par exemple, de panneaux fixes sur pâturage ovin. Donc, c'est ceux qui sont le plus développés parce que, on va dire qu'ils sont les plus simples techniquement à mettre en œuvre. On est sur des panneaux un peu plus bas, comme on a des animaux petits, et des panneaux fixes. Et après, les animaux vont pâturer dessous. Donc là, c'est pas un vrai projet d'agrivoltaïsme. Comme je disais, il n'y en a pas encore qui sont sortis de terre sous les termes-là. Mais voilà, c'était une centrale au sol par Valorem où il y a du pâturage dessous. Vous allez aussi avoir du coup des projets qui sont possibles sur vigne. Là notamment, je ne vous ai pas mis la référence, mais donc c'était un projet de Sunagri où vous voyez que là on va avoir un système de tracker avec des panneaux qui vont tourner en fait et suivre la courbe du soleil et qu'on va pouvoir aussi piloter pour pouvoir être au plus près des besoins de la plante. Vous voyez par exemple ici les panneaux sont à plat, on va avoir des alternances soleil. Là, les panneaux qui sont vraiment tournés vers le soleil pour capter le plus de lumière possible. On va maximiser l'ombre sous les panneaux. Et on peut aussi mettre les panneaux, ce qu'ils appellent de l'effacement, donc complètement tournés à l'opposé du soleil pour que la culture dessous, elle ait toute la luminosité possible. Donc ça, c'est un type de projet. Vous allez avoir aussi des projets, par exemple, sur parcours de volailles. Donc ça, je vous le montre parce que finalement, on est aussi sur des webinaires collectifs. Ça, c'est des projets qui peuvent correspondre au cahier des charges bio, avec des panneaux très espacés et qui vous permettent de créer des zones d'ombrage. Violette, excuse-moi, je te coupe. Pardon. Ça saccade pas mal là au niveau du micro. Ah, Je sais pas s'il y a quelque chose qui s'est ouvert qui pourrait expliquer ça ou quoi. non, pas spécialement. Attends, je vais essayer. J'ai rien d'ouvert. Si jamais c'est trop pénible, je vous rejoindrai. Donc là, ça a l'air d'être mieux. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Je te redis si jamais il y a un souci, mais ça a l'air d'être mieux. Pas de souci. Bon, si jamais il faudra reprendre sur des points, vous n'hésiterez pas pendant le temps des questions.
Donc voilà, on peut avoir des panneaux aussi sur parcours de volaille, pardon. Hop, vous avez d'autres types de projets. Donc là, je vous l'ai mis quand même en exemple, mais pour le coup, on rentre pas dans le cahier des charges bio, avec pas mal de projets qui se développent sur des parcours avec un grand panneau et puis un filet en fait tendu entre les panneaux pour vraiment avoir des parcours complètement fermés sur ce qui va être poule ou autre. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes un peu renseigné sur l'agrivoltaïsme. C'est des systèmes de canopée développés par TSE qui vont vraiment là être faits pour être sur une culture avec la possibilité pour des tracteurs et autres de passer complètement sous les panneaux. Bon, très honnêtement, ces technologies-là, c'est assez innovant, mais pour l'instant, en termes de financement et de business plan, ça ne tient pas encore forcément complètement la route. Bon, après, voilà, ça dépend de pas mal de choses. Vous avez aussi d'autres technologies un peu spécifiques. Donc là, vous voyez des panneaux qu'on appelle des panneaux semi-transparents, parce que finalement, on va avoir les modules solaires, mais on a laissé de l'espace et du verre entre pour vraiment avoir la lumière qui passe. Et enfin, dernier exemple, les panneaux verticaux. Là, c'est vraiment des projets de démonstrateurs. On est là pour faire de l'expé avec des panneaux qui vont capter les solaires et qui vont capter la lumière des deux côtés, où on va pouvoir avoir du pâturage ou de la fauche dessous. Donc tout ça, c'était vraiment pour vous montrer un peu le panorama de ce qui peut se faire finalement en agrivoltaïsme. Donc chaque projet va être différent, c'est vraiment du cas par cas au final. Et il y a beaucoup de technologies qui existent et qui évoluent aussi très rapidement. Donc voilà, j'avais pas mis de phase de questions ici parce que c'était plus une présentation, mais si jamais n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Et l'idée là maintenant, c'est de vous refaire un peu le point en fait. Un projet agrivoltaïsme finalement, qu'est-ce que c'est? On n'est pas que sur un projet agricole, il y a plein de choses autour qu'il faut garder en tête lorsqu'on développe ces types de projets. Et puis après, refaire un petit point sur la réglementation également. Alors, donc finalement, un projet d'agrivoltaïsme, c'est un vaste sujet, vous allez le voir. C'est un projet d'aménagement, donc déjà, le premier point, c'est avoir des enjeux environnementaux. On va venir faire une construction finalement sur des terres agricoles ou naturelles. Donc ça, c'est souvent le premier point qui va être regardé lors des projets et qui peut aussi contraindre le projet en termes de surface, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment, on l'a vu, c'est de l'agrivoltaïsme. Donc, il faut que dans ce projet-là, on ait un vrai projet agricole derrière. Un projet voilà, qui soit cohérent, qui soit viable économiquement parlant, etc. Vous avez bien sûr tout le cadre réglementaire derrière. Et il y aura des suivis et des contrôles sur ces projets qui sont quand même des projets du coup, qui vont ensuite, s'ils aboutissent, ça va être de l'exploitation sur 20, 30, 40 ans quand même. Donc, derrière, un suivi assez important qui est prévu par la réglementation. Sur le projet, vous avez également un enjeu de, j'appelle financement investissement, ça va être plutôt pour la partie opérateur d'énergie. Derrière, il faut qu'ils fassent aussi des projets qui sont bien économiquement pour eux, donc il y a parfois des compromis à faire là-dessus. Vous allez avoir un gros enjeu aussi de calendrier, dans le sens où il faut bien comprendre que ces projets agrivoltaïques, le développement du côté énergéticien, il va avoir sa propre temporalité qu'on va voir après, qui est pas forcément toujours celle que vont avoir les agriculteurs. Donc, il faut bien avoir en tête que ça peut se retarder, prendre du temps. Et vous, il faut arriver, si vous avez un projet, à vous projeter, à rebondir et puis à aussi mettre vos conditions. Voilà, on sait qu'on va avoir un projet qui va être construit à telle date. S'il faut faire du semi avant, enfin ce genre de choses, c'est des choses à penser. Je vous ai mis les petites attentions sur les points qui, pour moi, sont en tout cas des points très importants et qui peuvent des fois être bloquants. Tout l'aspect contractualisation également, on le verra plus tard, mais ça, c'est un gros point, comme je vous le disais, qui n'est pour l'instant pas encore encadré réglementairement parlant, et où il faut vraiment faire attention dès le début. Il y a pas mal de prospections aussi qui peuvent être faites par des sociétés et qui vous parlent de projets et qui vous demandent à signer des promesses de bail. Ça, faut toujours se faire accompagner dès le début et pas négliger ce point de la contractualisation. On a évidemment un sujet de partage de la valeur, parce que l'intérêt de ces projets aussi, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une indemnisation, que ce soit pour le propriétaire du terrain ou pour l'agriculteur qui va exploiter sous les panneaux. Et c'est très bien, c'est aussi pour ça qu'on veut que ces projets fonctionnent et puissent arriver au bout, parce qu'on sait que c'est quand même des éléments qui peuvent sécuriser des exploitations. Vous allez maintenant avoir, donc, notamment en Gironde, un enjeu sur l'aspect risque incendie, qui peut aussi contraindre les projets en termes de surface et d'aménagement spécifique. Et enfin, les deux derniers points, je vous les mets ensemble, ça va un petit peu avec, ça va être tout ce qui va être insertion paysagère et finalement acceptabilité territoriale de ces projets.
Parce que voilà, on est sur des projets d'aménagement, on va mettre des panneaux dans des champs à proximité ou non d'habitation ou de passage, etc. Et donc, finalement, le fait que le projet il soit accepté au niveau du territoire, par la commune, par les riverains, par la CDC, etc., c'est hyper important. Et ça peut aussi contraindre ou non des projets. Donc, tout ça pour vous dire qu'un projet d'agrivoltaïsme, finalement, c'est pas juste mettre des panneaux dans les champs. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte autour. C'est aussi le boulot des énergéticiens, évidemment, d'arriver à faire le lien entre tous ces éléments. Mais finalement, si je résume un peu, j'ai essayé là de vous mettre où finalement l'agriculteur, il est quand même important et il a son mot à dire et il faut qu'il soit là pour que le projet aille au bout. Et vous voyez que ça recoupe quand même pas mal de sujets. Donc, c'est pas des projets à prendre à la légère. Il faut vraiment être impliqué et savoir qu'on va prendre un peu de temps et d'énergie. Alors, si je vous fais un point très rapide sur le cadre réglementaire, donc le but, c'est pas de vous expliquer point par point vraiment dans le détail les éléments réglementaires, mais juste pour que vous ayez une idée et que vous compreniez un peu l'esprit de la loi. Donc, un projet d'agrivoltaïsme, maintenant avec la loi APER, donc on a la définition et il y a 6 critères à respecter. Donc, on doit montrer qu'on les démontre dès le début quand on va déposer notre dossier et qui vont être regardés tout au long de l'exploitation du projet. Donc déjà, on doit avoir un agriculteur actif sous les panneaux. Donc un agriculteur actif au sens de la MSA, du code rural. Donc voilà, avec une attestation, etc. Ça, finalement, on peut se dire que c'est pas le plus compliqué. Ça peut l'être. On a vu dans certains, par exemple, dans certains grands châteaux viticoles où finalement on n'a pas vraiment d'agriculteurs. On va avoir des investisseurs et puis après derrière des personnes qui travaillent en tant que directeur technique, etc. Donc ça peut être un souci au niveau réglementaire. Bon, la plupart du temps, il n'y a pas de problème. La question peut se poser aussi quand on est sur une installation d'un agriculteur, où du coup, voilà, il faut, comme je le disais, il y a l'aspect calendrier, il faut arriver à tout faire coller. Donc là, tant qu'on montre qu'on est dans une démarche d'installation, ça peut être aussi bon. Mais en tout cas, quand la centrale est mise en service, il faut qu'on ait un agriculteur actif sous les panneaux. Le système doit être réversible, donc ça va être par rapport au type d'ancrage de pieux, etc., des panneaux que vous allez mettre dans le sol, mais aussi sur un aspect contractualisation. On y reviendra plus tard, mais dans la loi, il est écrit que c'est au propriétaire du terrain d'assurer le démantèlement de la centrale au bout des 30-40 années d'exploitation. Ça, c'est réglementaire, mais du coup, il faut bien le faire inscrire dans les contrats dès le début, que c'est bien à l'énergéticien et pas à vous, propriétaire du terrain, de vous occuper de cette partie de démantèlement. Ensuite, la loi, elle dit que la production agricole, ça doit être la production principale dans le projet. Ce que ça veut dire finalement, c'est que quand vous allez prévoir et concevoir le projet, il faut que, en termes de hauteur de panneaux, d'écartement, de possibilités de circulation dans la centrale, que les portails aussi soient bien positionnés, qu'il y ait les aménagements nécessaires. S'il y a des animaux, il faut qu'il y ait des points d'eau, etc. Ça va être vraiment l'organisation de la centrale qui doit être faite pour l'agriculture et pas pour maximiser finalement la production des panneaux. Donc, c'est l'idée derrière ce critère. La production agricole doit être significative, donc c'est écrit comme ça dans la loi. Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, entre la production que vous allez faire, que ce soit voilà, du fourrage, des cultures, de la vigne, etc., il faut que votre rendement sous panneau, il n'y ait pas une perte de plus de 10% par rapport à un rendement témoin voilà, d'une parcelle à proximité ou autre. Donc il y a vraiment une vraie notion de production derrière ces projets d'agri-PV. Le revenu agricole également doit être durable. Donc, quand on parle de revenu agricole, c'est le revenu sans parler de l'indemnité que va toucher l'agriculteur via l'énergéticien. Ça va vraiment s'expliquer, par exemple, si on crée un nouvel atelier qui va être du coup sous panneau ou en tout cas une partie, il faut que cet atelier en lui-même, il soit, si ce n'est rentable, au moins à l'équilibre économiquement. Et après, si l'indemnité de l'énergéticien permet de faire des investissements, d'embaucher un salarié, c'est très bien, mais vraiment sur le fonctionnement des ateliers en eux-mêmes, c'est pas la partie énergie qui doit soutenir ça. Et enfin, ce que dit la loi, pour appuyer sur cet aspect synergie, c'est que la présence de panneaux photovoltaïques sur la parcelle, elle doit apporter un service agronomique à la production en dessous. Donc ces services, je vous les ai remis là. Donc le premier service, ça va être l'amélioration du potentiel agronomique. Donc voilà, en créant du coup de l'ombre et un microclimat qui va par exemple améliorer la réserve utile du sol. L'adaptation au changement climatique. Donc, on le voit, de plus en plus de sécheresses, d'épisodes orageux importants, de grêle ou de gel ou autre. Donc, la présence de panneaux peut aider à s'adapter à ces dérèglements. La protection contre les aléas, ça se recoupe un petit peu finalement. Donc, uniquement les aléas climatiques.
et pas, par exemple, les aléas économiques, c'est bien écrit dans la loi. Et enfin, le dernier service, c'est l'amélioration du bien-être animal. Voilà, tout ce qu'on a parlé avant, de l'ombrage, mais aussi qu'on ait un accès à l'eau, etc. Finalement, quand on regarde, ça c'est vraiment les critères réglementaires quand ils sont écrits dans la loi. Ce qui va faire la différence entre les projets, c'est que derrière, on doit avoir un vrai projet agricole cohérent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tous les projets, on va pouvoir démontrer qu'ils rentrent dans ces cases finalement, mais ce qui va faire la différence entre les bons projets et les autres, c'est vraiment que derrière, il y a un projet agricole qui a été réfléchi et qui va pouvoir être conduit dans le temps. Donc voilà un peu pour vous passer le cadre réglementaire sans entrer dans les détails. Si après vous avez des questions, vous pourrez me les poser s'il y a besoin. Et c'est vraiment pour comprendre l'esprit de la loi, il y a vraiment un aspect production. Et quand même, finalement, à bien avoir en tête, c'est que l'aspect soutien économique que ça peut avoir pour les exploitations, elle entre pas du tout en cause dans la loi, alors qu'on sait quand même que c'est un élément important. Mais malheureusement ou non, enfin en tout cas, ce n'est pas compté comme un critère de réussite de ces projets, sur la partie réglementaire évidemment. Donc ça, c'est le cadre donc légal avec la loi APER. Vous allez ensuite avoir des spécificités locales, notamment avec des chartes. Donc la Chambre d'agriculture de la Gironde a édité une charte avant l'apparition de la loi. Vous avez une charte aussi de la FNO qui va même donner donc des aspects un peu plus sur le partage de la valeur, etc., mais aussi des aspects vraiment très techniques sur la hauteur des panneaux, l'écartement, etc. Vous avez des guides, notamment le guide Solidaire, qui a sorti donc des recommandations et puis pas mal de choses. Je vous mettrai le lien après sur toute la partie ruminant, donc bovin et ovin. Vous avez des cahiers des charges qui se sont emparés du sujet et qui, donc notamment le Sinalaf, donc pour tout ce qui est volaille, etc. Si on veut faire de l'agri-PV en label, maintenant c'est vraiment inscrit dans les cahiers des charges avec des dimensions à respecter. Et après, voilà, vous allez avoir des recommandations un peu diverses selon les départements aussi et selon les instituts. Là, voilà un petit peu les cadres en Gironde. Et du coup, je voulais vous donner quand même l'exemple de la filière avicole, parce que finalement, là, on parle collectif bio, mais donc c'est le seul, vraiment, pour l'instant, c'est la seule filière où c'est vraiment inscrit dans le cahier des charges. Donc, dès qu'on veut faire voilà, de la volaille ou canard ou autre, donc en label rouge et en bio, on va avoir des critères d'espacement de panneaux à respecter. Donc là, voilà, par exemple, ce que nous dit le Sinalab, c'est que les panneaux sur ces filières-là, on doit être à minimum 1,80 m de point bas. Vous devez avoir des panneaux qui sont au moins espacés de la longueur du panneau, qui ne doivent pas dépasser 200 m². Bon, l'idée finalement, en fait, derrière, c'est qu'il faut vraiment avoir quelque chose de très aéré. Pour X mètres de panneaux, vous devez planter X haies ou arbres, etc. Donc voilà, c'est un exemple spécifique, mais à voir maintenant les filières commencent à s'emparer du sujet. Voilà un peu. J'ai pas mal parlé. Est-ce que vous avez des questions sur la partie réglementaire et les cadres locaux? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser en direct si vous en avez. Ah, écoute, pas de questions pour le moment, c'était hyper Pas de clair. souci, on continue. N'hésitez pas. Oui. Quel impact les panneaux ont-ils sur les rendements agricoles? Alors, très, très bonne question. J'ai pas détaillé, enfin voilà, j'en parle pas dans le webinaire parce que c'est un petit peu compliqué à vous répondre en grande, enfin comme ça sur le général. Comme je disais, on n'a pas encore de retour d'expérience sur toutes les cultures. Ce qu'on sait notamment, ce qui est assez bien référencé, ça va être sur tout ce qui est prairie, donc après pour le pâturage derrière, où Oui. en fait, il faut le voir, ça va jamais augmenter les rendements, mais le fait d'avoir de l'ombrage, ça va limiter les dégâts par rapport à toutes les pertes qu'il pourrait y avoir. Donc, si on a des sécheresses, trop d'eau, etc., ça va permettre de lisser en fait la production. Donc, ce qu'on voit sur la prairie, c'est que globalement, on peut avoir on va protéger par exemple du froid, etc., sur les panneaux en créant un microclimat, mais vraiment légèrement plus chaud. Hein, ça va jamais vous empêcher une gelée, mais du coup, on va avoir des repousses d'herbe un peu plus tôt dans l'année. En été, on va avoir de l'herbe qui va quand même se maintenir plus verte sous les panneaux du fait de l'ombrage. Et du coup, pareil, à l'automne, on va peut-être avoir des périodes de pâturage un petit peu allongées. Donc globalement, on ne va pas augmenter les rendements, mais on va permettre de lisser un peu la production. Et après, c'est comme tout, en fait. Si vous avez que des années où il y a
enfin, tout est exceptionnel, il y a la bonne température, la bonne quantité d'eau, pas de problème climatique, bon, bah, c'est sûr que vous aurez sûrement moins de rendement sous les panneaux que sous un témoin parce que bah, forcément, il y a moins de soleil. Mais des années climatiques parfaites, on en connaît de moins en moins. Donc l'idée, c'est vraiment plus de lisser les dégâts. Et après, il y a pas mal de démonstrateurs qui se montent sur grandes cultures ou autres. Sur vigne notamment, il y a beaucoup d'essais dans le sud-est. Ce qu'on va voir, bah, pareil, ça va permettre de protéger s'il y a de la grêle, etc. On aura peut-être un peu moins de rendement quand on a moins de soleil, mais par contre, on voit qu'on a des taux de sucre, par exemple, qui vont être un petit peu diminués, taux d'alcool également. Donc voilà un petit peu. Et ça va vraiment dépendre des endroits, des cultures, du climat. Je peux pas vous faire une réponse générale, mais voilà un petit peu. J'espère que ça répond à la question. Et quel est le coût d'installation d'un projet de ce type, agri-PV? Ouais. Alors, le coût d'installation, pareil, je peux pas vous dire, ça va vraiment dépendre des projets, sachant que la plupart du temps, enfin, dans la quasi-totalité des cas, c'est jamais l'agriculteur qui va supporter le projet. Ça va être une société d'énergie qui va développer et ensuite exploiter le projet. On n'a pas de vue sur leur business plan. C'est beaucoup, c'est assez important à l'installation. Je peux pas vous donner de chiffres parce que ça va vraiment dépendre de la surface, de la distance au raccordement, vraiment de beaucoup d'éléments. Ok. Voilà, Et, l'idée aujourd'hui, je suis désolée, il n'y a pas de bonne, forcément toujours de réponse, c'est pour donner un petit peu les clés générales, mais c'est beaucoup de cas par cas. et existe-t-il des aides ou subventions pour ce type de projet? Alors non. En tout cas, si par exemple vous voulez développer un petit projet en tant qu'agriculteur, il y a eu un appel à projet de la région qui en finançait une partie sur la partie démonstrateur qui n'a pas été renouvelé parce que bah, maintenant on est plutôt sur des vrais projets entre guillemets, enfin des projets commerciaux. Maintenant qu'il y a la loi qui encadre et il n'y a plus tellement de démonstrateurs, donc non pas d'aide spécifique. Après, il y a des aides sur la partie, on va dire, l'État fait des appels d'offres sur les aspects rachat de l'électricité, etc. Mais ça va vraiment concerner l'opérateur d'énergie voilà, qui va prendre en charge le projet. D'accord. Et quel est le retour sur investissement moyen? Pareil, ça, je peux pas vous donner de chiffres. Ça va vraiment être du cas par cas et c'est vraiment la partie énergéticien qui gère ça. Mhm. Après, je crois qu'il y a des énergéticiens qui participent au webinaire, donc si jamais ils veulent apporter des éléments de réponse, il n'y a pas de problème. Ok. Oui, bonjour, je me permets de prendre la parole en tant qu'énergéticien. Toutes ces questions sont évidemment très pertinentes, mais comme le disait Violette, c'est évidemment du cas par cas parce que ça va dépendre du type de projet, du type d'agriculture, du type d'assolement, du raccordement, des problématiques potentiellement environnementales. La slide qui est très bien faite juste avant où on voit effectivement que le projet, il y a énormément de choses qui se passent autour. Donc chaque projet est un cas par cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune dépense qui est faite par l'agriculteur. Toutes les dépenses qui sont faites dans le cadre du projet agrivoltaïque seront portées par le développeur. Et tout ça fonctionne via un business plan. Et effectivement, ça coûte très cher les structures. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire ça dépasse le million d'euros global pour tout ce qui est projet au global. Voilà. Donc si vous avez des questions, alors précisément s'il y a des questions sur lesquelles on peut répondre, et je pense qu'il y a d'autres développeurs, je pense que ça va avec plaisir pour compléter dans le cadre de ce webinaire. S'il y a des choses plus spécifiques, il faudra peut-être les voir en dehors en tout cas. Est-ce que vous avez des adresses pour pouvoir contacter des investisseurs éventuellement? Des Alors, développeurs pour développer un projet, vous voulez dire? Oui, oui. Pardon, allez-y, Madame Chanudet. oui, non, alors, oui, désolée, je peux pas non plus vous Bien laisser sûr, faire bien le sûr. pub Bien ici, sûr, bien mais sûr, bien oui, sûr. oui, voilà. Après, on a rencontré la plupart des développeurs qui évoluent, enfin, qui travaillent sur la Gironde, donc vous pourrez me recontacter après. Et puis, moi, voilà, je vous donne la liste des contacts que j'ai là-dessus. Il n'y a pas pour que vous puissiez ensuite étudier les projets. Ouais. Ça faudra revenir vers moi ensuite. Ah, je vois qu'il y a une question de Jean-Baptiste, donc d'EDF. Bonjour Violette, bonjour à tous. Pour répondre enfin, je ne sais pas si c'est en détail, mais pour donner des ordres de grandeur, grosso modo, un projet, alors ça va dépendre beaucoup de la technologie, mais on va dire pour les projets fixes que nous on appelle low cost, donc des projets qui sont fixes avec des structures qui sont plutôt basses, adaptées à de l'activité ovine ou autre.
on va être entre 500 et 700 000 euros l'hectare, grosso modo, quoi. Et puis, plus vous montez dans la technologie, plus vous montez dans la mécanisation de la structure, plus donc vous rajoutez aussi de potentielles pannes, etc., plus le prix de la structure va coûter cher et sa maintenance et son entretien. Donc c'est évidemment des projets qui coûtent assez cher. Je rejoins aussi mon confrère qui vient de parler, notamment aussi sur les frais qui sont liés au développement de projets. Aujourd'hui, un projet agrivoltaïque, et Violette a eu raison de le mentionner, il faut être sûr des projets qui sont portés et qui sont étudiés par les développeurs, dans la mesure où un projet solaire, c'est plusieurs milliers d'euros en phase d'études. Hein. C'est des études environnementales, des études agricoles, des études paysagères, hydrauliques et compagnie. Et donc, ça engage énormément de frais pour les développeurs. Donc, il y a aussi ce contexte-là de bénéfice-risque pour une entreprise qui va porter des projets de développement agrivoltaïque. Donc voilà. Et puis après, sur le temps de retour sur investissement, ça va évidemment dépendre de tout ce qu'on a dit. Hein. On va dire les coûts de développement, ce qu'on appelle chez nous, chez les développeurs, les DevEx, donc tout ce qui va concerner la partie de développement. Et ensuite, vous avez les CAPEX qui sont plutôt la partie investissement structure, et la partie OPEX qui sont plutôt la partie coût d'entretien de l'installation. Et en fonction de la puissance, en fonction de la balance économique de votre projet, c'est des projets qui peuvent trouver une rentabilité avec de faibles coûts de développement sur 10 ans, 12 ans. Et pour les projets les plus coûteux, les plus chers, les plus difficiles à amortir, ça peut aller jusqu'à plus de 20 ans. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'un bon projet, il y a évidemment toute la partie agricole et la partie environnementale qui est le cœur de chaque projet, mais il y a aussi une logique économique dont il faut tenir compte, et le contexte actuel n'est pas forcément pas forcément favorable à ce qu'on ait des projets qui soient finançables ou pérennes dans le temps. Donc le moment pour les agriculteurs c'est vraiment un tournant sur la partie agricole, mais c'est aussi un tournant sur la partie développement des ENR, et ça, faut l'avoir en tête. Merci Jean-Baptiste pour les précisions. Je vois qu'on a une autre question. Oui, alors bonjour, je parle sur le micro de mon collègue, mais j'ai bien levé la main. J'interviens également dans une société de développement de projet, et pour répondre à Madame Théier aussi un peu sur sa question, de façon un peu plus simple, aujourd'hui, en fonction du projet que vous avez, si c'est plutôt un bâtiment agricole ou si c'est plutôt un projet au sol, les investissements vont être portés soit en cas d'un projet au sol par effectivement les sociétés comme celles qui ont pris la parole aujourd'hui. Si c'est sur le bâtiment, effectivement, on tend beaucoup plus à un modèle où le propriétaire investit lui-même sur le bâtiment. Donc ça va vraiment dépendre aussi de votre projet. On en reparlera après sur la partie bâtiment. Voilà. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup pour les précisions. Je vois que le temps file, donc on va avancer, sauf si jamais il y a une dernière question d'un agriculteur là, sur la partie plutôt cadre réglementaire. Ouais, réglementaire, non. Mais quels sont les points de vigilance avant de s'engager? Alors, c'est dans la suite, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Voilà. Et bien, si c'est tout bon, je continue. Voilà, ça va être là. Hop, pardon, je fais défiler. La suite, c'est vraiment finalement comment développer un projet, donc avec les étapes d'un projet, et puis un petit rappel, un petit point sur le type de réglementation également. Donc, vous aurez peut-être des réponses à vos questions à ce moment-là. Alors, donc, finalement, donc là, on a parlé un peu du cadre réglementaire, des types de projets qui existent, etc. Si vous voulez vous lancer dans le développement d'un projet d'agrivoltaïsme, l'idée, c'est de dire, OK, combien de temps ça prend? Donc, vous allez avoir plusieurs phases. Donc, la première phase que j'appelle phase de préfaisabilité, vous avez l'idée du projet, donc vous allez réfléchir un peu techniquement, est-ce que c'est possible, qu'est-ce qu'on peut faire sur les panneaux. Vous allez aussi consulter les collectivités, donc la mairie, etc., voir s'ils sont favorables ou pas, s'il peut y avoir des problématiques en termes de riverains, etc. Et un point très important, vous allez, en tant que propriétaire ou exploitant, vous faire conseiller par un juriste, par un avocat, par votre notaire, avant de signer quoi que ce soit. Parce qu'en gros, la première étape pour commencer vraiment le développement du projet, ça va être la sécurisation du foncier par les développeurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire signer au propriétaire une promesse de bail
pour pouvoir avoir le droit d'aller sur les parcelles pour faire toutes les études qu'il faut pour monter le dossier. Dans tous les cas, la plupart du temps, promesse de bail vaut bail. C'est-à-dire que dès le début, on ne signe pas n'importe quoi, on regarde tout ce qu'il y a dans la promesse, on est sûr qu'on a derrière un projet qui pourra aller au bout pour ne pas bloquer votre foncier pendant plusieurs années. Ensuite, la deuxième étape, ça va vraiment être le montage du dossier. Parce que ces projets-là d'agrivoltaïsme, donc installation de panneaux sur une surface agricole, ça va nécessiter un permis de construire, la plupart du temps. Des fois, ça peut être juste une déclaration, mais en général, voilà, on va parler de permis de construire. Donc, comme quand vous demandez un bâtiment agricole, par exemple, mais avec un dossier évidemment bien plus conséquent. Donc, comme on l'a dit, il va y avoir tout ce qui est études environnementales, et la plupart du temps, c'est des études, donc 4 saisons, donc au minimum sur 1 an. Donc, vous avez déjà sur 1 an de dossier. Vous allez avoir tout ce qui est études agricoles, voilà, pour expliquer quel va être le projet agricole sous les panneaux et montrer qu'on répond bien à tous les critères de la loi. Des études paysagères, des études de raccordement, parce que on va mettre des panneaux, mais il faut bien qu'ils soient raccordés pour que l'électricité puisse ensuite aller sur le réseau. On va réfléchir à la dimensionnement du projet et évidemment, on va continuer la concertation territoriale, qui est un point très important, comme on l'a dit. Donc, le montage de ce dossier, en général, on se dit qu'on va être à peu près à minimum 1 à 2 ans de montage de dossier, jusqu'au dépôt du permis, où vous allez passer en CDPENAF. Donc, la CDPENAF, si vous n'êtes pas familier, c'est la Commission départementale de préservation des espaces NAF, donc naturels, agricoles, forestiers. Donc, cette commission, ce qu'elle va regarder, c'est que dès qu'on a un projet d'aménagement sur une terre agricole ou naturelle, et qu'on va prendre en tout cas une partie de cette surface, est-ce que c'est bien nécessaire ou est-ce que le projet il répond à la réglementation et il est nécessaire à une exploitation agricole. Donc, c'est quand même un passage assez important, sachant que l'avis de la CDPENAF, c'est un avis qu'on appelle conforme sur le permis. Donc, ça veut dire qu'au final, le préfet qui va être la personne qui va autoriser définitivement à dire le permis, si l'avis de la CDPENAF est défavorable, le projet ne pourra pas se faire. Donc, c'est pour ça que c'est très important, dès ces parties-là, le montage du dossier, d'avoir quelque chose de clair et un vrai projet agricole à présenter en commission pour pouvoir avoir un avis favorable. Ensuite, dans la plupart des cas, donc vous allez avoir quand même toute une période d'instruction avec une enquête publique. Le projet va être présenté. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir fait ces aspects de consultation des collectivités et la concertation des riverains et autres en amont. Et donc là, vous allez avoir une période encore, on va dire, entre 10 mois et 1 an d'instruction, sauf cas de projet avec dérogation, bon, bref, jusqu'à l'autorisation du permis de construire. Donc, une fois qu'on a le permis autorisé sur le recours, on peut se dire que super, c'est bien, le projet va se faire. Attendez, il y a encore quelques étapes, parce que donc, les sociétés d'énergie, donc les développeurs qui vont vraiment gérer le projet, le développer et ensuite exploiter la centrale, il faut qu'ils puissent revendre l'électricité qui va être produite avec les panneaux sur la parcelle. Et pour ça, la plupart du temps, ils vont répondre à des appels d'offres de l'État. Et donc, pour répondre à ces appels d'offres, il faut avoir un permis autorisé. Donc, on a quand même encore un risque, en tout cas, à cette étape-là, une fois qu'on demande ensuite le tarif de rachat, de ne pas l'avoir ou que ça prenne un peu plus de temps, etc. De même pour la demande de raccordement, parce qu'il va falloir faire une demande de raccordement la plupart du temps auprès de RTE pour que le projet soit raccordé au réseau. Et donc, ces étapes-là, elles peuvent se faire que si on a l'autorisation du permis. Et donc là, vous voyez qu'il y a déjà 2 ans avant, quand sur le montage du dossier et la réflexion que vous avez et cette période-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite, une fois que l'énergéticien il a fini son business plan, il a son contrat de revente, c'est parfait, on passe à la construction. Suivant si le projet il fait 5 hectares ou 20 hectares, ça va être plus ou moins long forcément. Et ensuite, vous avez la mise en service et l'exploitation de la centrale. Donc là, je vous ai mis de 25 à 50 ans, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement. En général, les contrats de rachat, c'est sur 20 ans. Donc voilà, ça va dépendre des types ensuite de contrats que vous avez avec l'énergéticien. Mais pendant, on va dire, 20 à 30 ans, vous allez avoir votre centrale agrivoltaïque sur les parcelles, où il va y avoir une production agricole, la production de l'énergie, et comme on l'a dit, les suivis et les contrôles. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cette slide-là, c'est qu'un projet, le développement uniquement du projet, on va dire que c'est 5 ans au minimum. C'est très dur de faire moins que ça. Et donc, c'est engageant quand même sur le long terme. Et dès le début, en fait, dès votre montage du dossier, il faut que vous arriviez à vous projeter sur ce qui va se passer cette année-là à partir de la mise en service. Donc, c'est des fois cet exercice-là qui n'est pas forcément facile. Et c'est là où je vous disais que la temporalité d'un projet, elle peut un peu se heurter aux temporalités agricoles. Mais voilà, il faut juste l'avoir en tête et bien le préparer. C'est pour ça que c'est important dès le départ d'avoir un projet clair, même s'il pourra évoluer
dans les 3-4 ensuite, c'est pas grave si ce que vous présentez, c'est pas à la virgule près, mais en tout cas, pour montrer qu'on a un projet cohérent qui va être pérenne dans le temps, eh bien, il faut y réfléchir dès le départ du montage du projet. Voilà pour cette partie étape et développement d'un projet. Ensuite, je voulais vous faire un petit point sur la contractualisation. Ça va peut-être un peu répondre aux questions d'avant, et pour comprendre finalement quels sont les acteurs dans ces projets d'agrivoltaïsme et quels sont les liens entre eux. Donc, vous allez avoir le propriétaire d'un terrain, d'une part, un exploitant agricole, qui peuvent être la même personne, mais pas nécessairement. Il peut très bien avoir un propriétaire qui va mettre à disposition ses parcelles et puis pour un exploitant autre. Et ensuite, vous allez avoir l'exploitant de la centrale photovoltaïque. Donc, la plupart du temps, cet exploitant, ça va être une société d'énergie qui a pris en charge donc, les études, le développement, etc. du projet. Il y a sur des petits projets, on peut avoir des investissements agriculteurs, mais souvent, les coûts, les énergéticiens l'ont précisé avant, c'est des coûts très importants sur des surfaces, même ne serait-ce que 1, 2, 3 hectares. Donc voilà, la plupart du temps, ça va être une société extérieure. Quels sont les liens entre ces acteurs-là? Entre le propriétaire du terrain et l'exploitant de la centrale, la plupart du temps, il va y avoir un bail emphytéotique. Donc en fait, ce bail, avec un loyer qui est perçu par le propriétaire du terrain. Et ce bail, il est essentiel pour l'exploitant de la centrale parce qu'il va donner des droits réels sur la parcelle pour pouvoir faire les études, pour pouvoir construire la centrale également. Comme je le disais, quand même, dans la loi, le démantèlement, il est noté que c'est à la charge du propriétaire du terrain et pas de l'exploitant, sachant que maintenant, les exploitants le font écrire, les exploitants de centrale le font écrire dans les contrats que c'est bien eux de prendre en charge le démantèlement. Mais à savoir quand même comment la loi a été construite, c'est important. Et donc, c'est pour ça que je vous dis aussi, que je vous ai dit tout à l'heure, dès le départ, faites-vous accompagner sur la partie juridique de la promesse de bail, parce qu'il peut y avoir des impacts sur la partie patrimoine, notamment sur des structures de sociétés un petit peu complexes, avec des GFA, des choses comme ça. Il faut être sûr dès le départ que le fait que vous preniez des parcelles, que des parcelles soient prises à bail emphytéotique, ça n'avait pas d'impact sur l'aspect transmission de patrimoine et autres. Donc ça, c'est là pour la partie entre le propriétaire et l'exploitant de la centrale. À côté de ça, du coup, entre le propriétaire et l'exploitant agricole, les seuls contrats qui vont pouvoir se faire, ça va être des contrats de prêt à usage, donc mise à disposition pour prestation. On ne peut pas avoir de bail rural entre l'exploitant de la centrale et l'exploitant agricole, et même entre le propriétaire du terrain et l'exploitant de l'agricole, dans un projet d'agrivoltaïsme. Parce que actuellement, il n'y a pas de solution juridique fiable. En fait, le bail rural, il ne supporte pas qu'il y ait deux activités sur une même parcelle. Donc, c'est pour ça que c'est ce schéma dans les usages qui s'est mis en place, avec le bail emphytéotique d'un côté et du coup, un aspect de mise à disposition de l'autre pour l'exploitant agricole. Donc, comme on l'a dit, à partir de cette mise à disposition, ce contrat de prestation, l'exploitant agricole, il va percevoir une indemnité. C'est aussi pour ça que ces projets se développent. On est en attente d'un modèle de bail agrivoltaïque, mais pour l'instant, il n'existe pas. Donc, c'est pour ça que ce schéma s'est créé. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que c'est des contrats, donc les deux contrats, c'est des contrats de gré à gré. C'est-à-dire que globalement, on met ce qu'on veut dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se accompagner dès le départ et pas hésiter aussi à donner, en tant qu'agriculteur, ces conditions et à revoir des choses. Évidemment que les énergéticiens ont besoin aussi d'avoir une certaine protection parce que c'est eux qui vont faire les investissements et prendre aussi des risques derrière. Mais vous, en tant que propriétaire et qu'exploitant, vous prenez aussi des risques si on vous bloque votre foncier pendant un certain temps, qu'on ne sait pas si le projet va aboutir ou pas. Donc, dès le départ, il ne faut pas hésiter à regarder les contrats et à demander ce que vous avez envie de demander aussi. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et comme là, c'était quand même un peu dense, j'avais mis une phase de questions. J'espère que ça répond un petit peu aux questions qu'on a eues avant, sur les temps de développement et les types de contrats. N'hésitez pas, du coup, si. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Jean. Pas de questions dans le chat, mais effectivement, n'hésitez pas à poser. On prend le temps pour une ou deux petites questions si besoin. C'est que j'ai été claire ou alors que je vous ai perdu. Mais... C'était très clair. Très bien. Je te propose de continuer. N'hésitez pas, si entre-temps vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez les poser dans le chat toujours. Allez, parfait. Oui, on avance un peu. Alors, ensuite, dernier point, du coup, donc on parlait des points de vigilance tout à l'heure sur l'agrivoltaïsme, c'est maintenant. Alors déjà, premier point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces projets-là, l'énergéticien, il va avoir des prérequis qui vont être, en fait, il va regarder la surface disponible. Je
je me permets de revenir un petit peu avant parce que je vois qu'on a une question dans le chat sur combien ça va rapporter. Donc, j'imagine que c'est par rapport aux indemnités exploitants et propriétaires. Alors, globalement, on ne sait pas exactement. C'est vraiment, après, ça, c'est à négocier avec les exploitants, enfin, les énergéticiens. Mais d'expérience ou de ce qu'on a pu voir, si on vous promet, comme ça a pu être le cas il y a quelques années, des 4 000, 5 000, 6 000 euros à l'hectare à l'année, on sait que ce ne sera pas réalisable par rapport au business plan des énergéticiens. Donc, il faut quand même être raisonnable aussi là-dessus. Et voilà, il y a eu beaucoup de spéculation à un moment donné. Bon, maintenant, globalement, le marché, on va dire, c'est un petit peu régulé, mais le but, ça va être quand même toujours l'activité agricole qui va être principale. C'est une indemnité derrière qui vous permet de sécuriser une exploitation, mais il ne faut pas y voir, on va dire, le salut de certaines exploitations. Et il va falloir que, enfin, voilà, ça va pas. Il ne faut pas que ça dépasse, en tout cas, les revenus agricoles. Et on sait que globalement, ça va être compliqué maintenant pour les énergéticiens, au vu du marché de l'énergie, de proposer des loyers extrêmement élevés. Voilà, c'était juste un petit retour sur avant. Et on peut en reparler après dans la phase de questions si besoin. Donc, je reviens à ça. Donc, l'énergéticien, ses prérequis finalement pour dimensionner aussi même la partie budget de son projet, ça va être quelle surface il a disponible, quelle est la distance au raccordement, parce que plus vous avez de kilomètres à raccorder, plus le projet va vous coûter cher, et quelle technologie de panneau il va falloir utiliser. Comme on l'a vu dans le début, là, je vous ai montré un peu toutes les technologies de panneaux. Bon, clairement, les panneaux les plus bas pour les ovins fixes, ça va être moins cher à produire qu'une énorme canopée à 4 mètres de haut avec des panneaux en tracker. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont rentrer dans la balance. Mais derrière ça, ils ont aussi besoin d'un exploitant avec un vrai projet agricole et que le projet soit aussi accepté au niveau du territoire. Donc, tout ça, finalement, ça va faire aussi un peu qu'on doit trouver des compromis. Et donc, l'énergéticien doit trouver des compromis, mais ce n'est pas pour autant qu'en tant qu'exploitant agricole, vous devez accepter tout ce qu'ils vont vous proposer. Si ça ne correspond pas à votre projet, il faut arriver à en discuter. Le but, ce n'est pas de faire un projet qui va être viable économiquement pour l'opérateur d'énergie, parce que si, en termes de projet agricole derrière, ça vous met trop de contraintes, le projet, il n'ira pas au bout. Donc voilà, ça à garder en tête, faut aussi bien penser le projet agricole derrière. Mais bon, après, on ne peut pas non plus tout exiger si on sait que le projet ne pourra pas aboutir au final. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Là, je vous ai mis, vous allez voir, je vais vous faire défiler des éléments à ne pas négliger. Donc, une fois que c'est vraiment dans l'étape de finalement montage du dossier, donc construction du projet, où est-ce qu'on va mettre les panneaux, qu'est-ce qu'on va faire dessous, etc. C'est plein de petits points qui peuvent être vus là un petit peu en vrac, mais comme on le disait, les projets, c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est pour vous donner des clés et des éléments à ne pas oublier quand vous discutez avec les énergéticiens. Peut-être que j'en ai oublié en plus, mais voilà, chaque projet est à bien réfléchir au cas par cas. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est que ce qu'on vous propose en termes de technologie ou autre, c'est bien adapté aux solutions agricoles que vous allez faire dessous. Forcément, on ne va pas mettre des vaches sous des panneaux à 1,50 m, par exemple. Que des études de sol aussi soient prévues, ça je l'ai mis parce que en fait, la plupart du temps, en tout cas en Gironde, on a beaucoup de projets où on a des vignes qui ont été arrachées récemment ou sont vouées à l'arrachage et on va vouloir faire un nouveau projet dessus. C'est important de savoir ce qu'il va falloir faire dès le début sur le sol pour leur pas remettre la parcelle en état et être sûr que ce qu'on va vouloir faire ensuite comme production, ça va bien se développer, bien pousser. Et ça, il faut le faire dès l'amont parce que si ensuite vous avez mis vos panneaux et qu'il faut refaire des études et puis des aménagements au niveau du sol, c'est plus compliqué. Il faut évidemment que le projet, les dimensions du projet, elles soient adaptées au matériel que vous allez utiliser pour exploiter sous les panneaux. Et si elles ne l'est pas, notamment pour tout ce qui va être entretien des refus quand on est sur du pâturage, sous le panneau ou autre, il faut que la société mette à disposition du matériel spécifique. Un autre point qui est de plus en plus étudié maintenant, mais que vous ne voyez pas forcément au début dans les projets, c'est qu'il faut bien penser si après le projet aboutit, vous allez avoir une parcelle, un îlot de parcelle clôturé avec des panneaux. Donc l'idée, c'est vous, en tant qu'agriculteur, comment vous allez circuler dans la centrale. Est-ce que les portails sont au bon endroit? Est-ce que les allées sont au bon endroit? Est-ce qu'elles sont suffisantes en termes d'espacement, de localisation, etc. Ça, c'est des choses à bien penser. Souvent, on a beaucoup de projets avec ovins ou bovins. Ok, ça fait de l'ombre, les animaux peuvent circuler dessous, mais en tant qu'agriculteur, est-ce que éleveur, ça ne va pas vous rajouter de la contrainte? Est-ce que la circulation a bien été pensée? Ensuite, évidemment, il faut regarder tous les autres aménagements que l'énergéticien va pouvoir amener dans la parcelle. Toujours dans le cas de l'élevage,
où est-ce qu'on va mettre des points d'eau. Est-ce qu'il y a bien une zone pour le déchargement et le chargement des animaux qui a été prévu? Est-ce qu'on va mettre des râteliers, une zone de contention, ce genre de choses? Si on est sur de la culture, s'il y a besoin d'irrigation, est-ce que ça peut pas être installé directement sur les panneaux? Enfin, tous ces aménagements qui pourraient être possibles, en avoir discuté. Un autre point important, ça va être en termes de temps de travail sur ce nouvel atelier possiblement sous panneau où ça recoupe un petit peu ce qu'on a dit avant. Est-ce qu'il est bien aménagé? Est-ce que sur la partie circulation, on a bien réfléchi? En fait, l'idée, c'est de se dire que le fait qu'il y ait un projet PV, peut-être que vous aurez un petit peu plus de temps de travail, voilà, en termes de circulation, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne excessif et que ça vienne affecter le reste de votre travail et de votre exploitation. Ça, j'ai mis aussi souvent ces projets, donc les énergéticiens, ils ont aussi des assurances pour les panneaux, donc ils vont devoir mettre des clôtures autour du panneau assez conséquentes, de la vidéosurveillance. Ça peut être des éléments intéressants si vous avez des animaux qui y avoir accès pour vous faciliter la vie. Et la dernière chose, c'est l'entretien des abords, à savoir qui le fait. Parce que souvent, ces projets-là, on a parlé d'acceptation territoriale, d'insertion paysagère, il va peut-être y avoir l'implantation de haies ou de choses comme ça. Qui le fait? Si c'est à vous de le faire, il faut qu'il y ait un contrat. Vous, agriculteurs, il faut qu'il y ait un contrat de prestation derrière, il faut que ce soit pris en compte sur l'aspect temps de travail. Et si jamais, au bout d'un moment, c'est plus tenable pour vous, il faut que ce soit écrit quelque part, que c'est à l'énergéticien de faire cet entretien-là. Enfin, voilà, un petit peu plein d'éléments auxquels il faut penser quand on construit le projet. Et finalement, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que tous les énergéticiens ne vont pas forcément être spécialisés ou proposer les mêmes types de projets en termes de technologie, en termes de financement derrière, enfin même de type de projet. Il y a des énergéticiens qui sont habitués à faire des petits projets sur des petites surfaces de moins de 1 hectare ou entre 5 et 10 hectares. Il y en a qui vont avoir l'habitude de faire des grands projets. Donc voilà, l'idée aussi, c'est pas forcément de se dire on va aller avec le premier énergéticien qu'on a vu, c'est de regarder lequel est le plus adapté à votre projet et qui peut prendre en compte tous ces aspects-là. Et du coup, sur les points de vigilance à ne pas négliger avant de se lancer, je vous ai fait un petit récap ce qui reprend un petit peu les éléments qu'on s'est dit avant. Donc le premier point, c'est pas d'engagement, pas de signature de contrat sans que vous ayez fait relire le contrat par une personne compétente. Donc moi, je peux regarder les contrats, mais je ne suis pas juriste. Donc il faut les faire étudier. Il y a des personnes qui se forment maintenant sur ces aspects vraiment spécifiques agrivoltaïsme. Donc dans tous les cas, vous signez rien tant que ça n'a pas été regardé. Ça, c'est très important. Comme on l'a vu, finalement, dans ces projets, c'est le projet agricole qui va vraiment être la clé de réussite du projet. Donc, il faut toujours qu'on revienne au projet agricole et est-ce que le projet a été bien dimensionné pour l'activité agricole. Faites-vous accompagner dès le début des projets, et c'est-à-dire par une tierce personne. Donc, la chambre notamment ou autre, mais on va avoir un agriculteur et un énergéticien. L'idée, c'est qu'il y ait une troisième entité qui va pouvoir réexpliquer, remettre dans les règles pour tout le monde la réglementation, et à savoir aussi que les énergéticiens, donc maintenant, ils sont de plus en plus formés sur la partie agrivoltaïsme. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, mais il y a aussi des sociétés qui ont toujours fait du solaire, de l'éolien, etc., des grands projets vraiment pour produire de l'énergie, qui viennent maintenant commencer à faire de l'agrivoltaïsme et qui n'ont pas forcément en tête tous les enjeux de l'agriculteur et du monde agricole. Donc nous, en tout cas, en tant que chambre d'agriculture, on est là pour pouvoir faire le lien entre les deux dès le début et être sûr que vous allez dans la bonne voie pour des projets et que vous n'ayez pas passé 3-4 ans de développement pour rien au final. Ensuite, on a vu que c'était des projets sur le long terme, que ce soit en termes de temps de développement ou ensuite de temps de mise en œuvre du projet. Donc, faut pas se lancer, faut pas se lancer comme ça. C'est des choses réfléchies. Il faut avoir en tête que ça va prendre du temps. Et enfin, dernière chose, faut que un rapport de force à ne pas subir. On l'a dit, donc on va avoir des grosses entreprises, pas forcément, mais il y a aussi des grosses entreprises d'énergie, si on parle de Total Energy, de EDF ou autres, je peux comprendre que ça peut faire peur quand on est agriculteur. On se dit, OK, non, moi, je ne vais pas oser demander trop de choses parce que peut-être que du coup, mon projet ne va pas aboutir. Non, on l'a vu, le projet agricole, il est hyper important. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des choses en termes d'aménagement, de type de panneaux, de choses comme ça, si vous en avez besoin. Et si c'est ça qui va faire que le projet derrière, il va vraiment tenir la route. Donc ça, c'est vraiment les points de vigilance. Si vous devez retenir une seule chose de ce webinaire, j'espère que ce sera ça. Et finalement, on peut le résumer dans une seule question. Il faut que quand vous construisez le projet, il faut vous dire, ce serait quoi mon projet idéal? Là, j'ai l'occasion
soit de réorganiser mon exploitation ou de créer un nouvel atelier. Bon, ben là, dans les parcelles que j'ai, dans mon organisation, si je pouvais tout faire, si j'avais voilà, tous les investissements possibles pour le faire, qu'est-ce que je voudrais faire? Et à partir de là, comme ça, comme on l'a dit, il faut trouver des compromis, mais il ne faut pas hésiter à en discuter avec les énergéticiens. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, et on va finir là pour la partie agri-PV, et après, je vais vous parler rapidement de la partie bâtiment PV. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est bon, pas de questions dans le chat. Tu peux passer à la suite. Ok, très bien. Je vous ai mis là donc des ressources utiles sur cette partie agri-PV, comme je vous le disais. Donc, il y a le guide de l'INEL sur l'élevage dominant en agri-PV, donc qui donne vraiment des recommandations très techniques là-dessus si ça vous intéresse. On n'a pas encore la même chose pour les autres cultures, mais bon, comme je vous le disais, c'est surtout la partie pâturage qui est développée. Et le guide juridique qui a été fait par les chambres Val-de-Loire, qui est vraiment un guide donc en amont de toute signature de promesse de bail ou autre, ça vous donne un petit peu les premiers éléments à regarder si on vous propose voilà, de signer une promesse de bail. Donc voilà, ça c'est disponible en ligne, et puis si jamais vous ne le trouvez pas, vous aurez mon contact à la fin, vous n'hésitez pas à me demander. Donc voilà pour la partie agrivoltaïsme, qui était un peu le cœur du webinaire, mais je voulais revenir également rapidement sur la partie bâtiment à toiture photovoltaïque, parce qu'il y a encore pas mal de demandes à ce niveau-là. Donc pour refaire un petit point, déjà, on va dire en termes d'autorisation d'urbanisme, comment il faut le regarder, et je ne vais pas forcément avoir des bonnes nouvelles pour vous. L'idée, c'est de refaire un petit point aussi sur le marché actuel là-dessus, et en fait, ce qu'on voit, c'est globalement... souvent, en fait, les agriculteurs sont allés sur ces types de bâtiments à toiture PV pour avoir des bâtiments quasiment gratuits à disposition. Les modèles de bâtiments gratuits, globalement, ça va vraiment plus être possible, sauf dans certains cas, parce qu'on va voir que les tarifs de rachat d'électricité ont bien baissé dernièrement. Alors déjà, quand on parle de bâtiments à toiture PV, il faut bien comprendre que c'est d'abord un bâtiment agricole qui est nécessaire à l'exploitation agricole. Je pense que en tant qu'agriculteur, vous avez peut-être tous déjà déposé des permis de construire pour des bâtiments, ce qui est regardé. En zone agricole, on n'est pas censé construire. Les exploitations agricoles ont une dérogation à la construction parce que elles en ont besoin pour leur activité. Donc, on va vraiment regarder que le bâtiment il est adapté à l'activité agricole. Donc, on va regarder qu'il y a bien un agriculteur actif, une exploitation qui va utiliser ce bâtiment, que les dimensions du bâtiment proposées sont appropriées à l'exploitation, à ses besoins. On va regarder l'insertion paysagère du bâtiment et aussi que la localisation soit justifiée. Ça, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de dossiers de bâtiments qui sont déposés avec souvent des dimensions très grandes. On voit des bâtiments de 1600, 2000, 2500 mètres carrés pour des fois derrière des exploitations qui n'ont pas assez de matériel de production, de choses comme ça, ou qui ont déjà des bâtiments existants. Et finalement, ces tailles-là, elles ne se justifient pas. Également, en termes de localisation, on va avoir des bâtiments qui sont présentés loin de l'exploitation, parce qu'en fait, au final, la raison, c'est de se dire, oui, mais on est plus proche du raccordement pour s'il y a des parties, des panneaux dessus. Tout ça, en fait, c'est la partie photovoltaïque ne doit pas être là pour justifier le bâtiment. Il faut que le bâtiment en lui-même soit nécessaire. Après, on voit que ces bâtiments ont été de plus en plus grands proches du raccordement parce que justement, il y avait aussi des problématiques de baisse de taux de rachat d'électricité. Mais en tout cas, si votre bâtiment, si le permis passe à ces critères-là, le bâtiment ne pourrait pas être autorisé. Et donc, à côté de ça, vous avez votre bâtiment nécessaire et vous allez mettre une couverture de toiture photovoltaïque. Donc ça, c'est possible sur les nouveaux bâtiments, à savoir que c'est aussi possible de faire recouvrir des toitures existantes sous forme de déclaration. Là-dessus, je le dis tout de suite pour ne pas oublier, si jamais vous avez des projets de recouvrir des bâtiments, il faut qu'il y ait une étude de structure en amont de toute signature de projet ou autre systématique. Parce que si jamais vous allez poser des panneaux, si vous devez refaire le toit du bâtiment dans 2-3 ans, ça ne sert à rien de poser les panneaux avant pour devoir les enlever, pour les remettre, etc. Et l'étude de structure aussi, c'est pour montrer est-ce que le bâtiment il va pouvoir soutenir les panneaux qu'on va mettre dessus. Des fois, ce n'est pas forcément le cas. Peut-être qu'il va y avoir d'autres travaux à faire et ça peut vraiment changer tout le business plan du projet. Donc, voilà, à garder en tête, on a un bâtiment qui doit être nécessaire à l'exploitation agricole et si on peut mettre des panneaux ensuite dessus, tant mieux. Mais vraiment, la partie nécessité à l'exploitation, c'est très important. Alors, quand on met des panneaux sur bâtiment, finalement, comment on peut valoriser l'électricité. Donc, vous allez avoir des projets soit en vente totale, c'est-à-dire que vous injectez la totalité de l'électricité sur le réseau,
soit vous allez consommer sur l'exploitation une partie et vendre du coup le surplus, injecter le surplus sur réseau, soit vous allez avoir des cas d'autoconsommation totale, individuelle ou collective. Collective, on ne va pas en parler aujourd'hui, ça va plutôt être l'individuel sur la partie exploitation agricole. L'idée, c'est de se dire, voilà, ça c'est assez rare, mais si vous avez des exploitations avec, je sais pas, une grosse consommation parce que vous avez de l'irrigation, vous avez un méthaniseur, ou alors vous faites de la transformation, vous avez une chambre froide, un atelier de transpo sur place, et que vous consommez pas mal d'électricité, là, ça peut être intéressant. Pour le reste des exploitations, en général, c'est jamais suffisant pour faire l'autoconsommation totale. Pardon. Alors, ensuite, excusez-moi. Ok, bon, j'ai trop parlé, moi, aujourd'hui. Alors, ensuite, donc, vous avez ces 3 types de valorisation d'électricité. Et ensuite, la question, c'est comment, sous quel type, de contrat on va pouvoir revendre l'électricité. Donc, ça va se décliner selon la puissance et donc, finalement, selon la surface de bâtiment que vous allez avoir. Donc là, je vous ai mis les 3 cas. Jusqu'à une puissance de 100 kW, donc qui correspondent à peu près à des bâtiments de 500 m², vous allez avoir un système de ce qu'on appelle une obligation d'achat. C'est-à-dire que si votre projet il remplit les conditions posées par EDF, vous allez avoir un tarif de rachat fixe sur 20 ans. Donc ça, c'est dans ce qu'on appelle l'arrêté S21. J'ai mis un petit attention parce que vous verrez après que les tarifs ont pas mal baissé. Oui, je bois de l'eau, je sais trop parler. Et ensuite, donc, voilà, si jamais c'est pas clair, je suis pas une experte sur la partie bâtiment PV, mais voilà, après avoir regardé pas mal de choses, j'ai essayé de vous faire un petit résumé. Vous pouvez me poser des questions après. Donc jusqu'à une puissance de 500 kg, on va être sur ce qu'on appelle une obligation d'achat. Et ensuite, maintenant, donc dès qu'on va être sur des bâtiments au-delà de 500 m², on va être sur ce qu'on appelle des appels d'offres. Donc une appel d'offres simplifié pour entre 100 et 500 kg, donc entre 500 et 2500 m² environ. Tout ce qui va être supérieur à 2500 m², une autre appel d'offres. Vous avez les noms là. Après, le détail ne va pas forcément vous intéresser, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, dès qu'on va être au-dessus de 500 m², ce système d'appel d'offres, c'est plusieurs périodes d'appel d'offres dans l'année, mais il n'y en a pas forcément tous les ans et de façon régulière, dès certains volumes appelés. Et surtout, on va être sur un principe d'enchère inversée. C'est-à-dire que vous avez votre projet. Pour qu'il soit rentable, il faut qu'on rachète l'électricité à un certain prix. Et du coup, plus vous serez loin du raccordement, moins vous aurez de surface, etc., plus il va falloir un prix de rachat important pour rentabiliser le projet. Et du coup, sauf qu'on est sur un système d'enchère inversée, donc ça va être les projets avec les demandes de tarifs de rachat les plus bas qui vont être acceptés en premier. Donc en fait, il y a un risque que finalement, le projet ne remporte pas l'appel d'offres, cette partie bâtiment. Donc globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on a changé un petit système, c'est que ça va être très compliqué de faire des bâtiments agricoles complètement financés par la partie PV. En tant qu'agriculteur, vous aurez toujours du reste à charge pour le terrassement, pour le bardage également. Donc il faut vraiment ça bien l'avoir en tête. Les projets qui peuvent peut-être encore se faire, ça va être des projets du coup au-delà des 2500 m², mais pas forcément sur la construction d'un nouveau bâtiment en entier. Mais on peut se dire, si vous avez des exploitations avec déjà pas mal de toitures, ça peut être faire recouvrir ces toitures de panneaux et ensuite ajouter un bâtiment, du coup, bien dimensionné avec vraiment ce que vous avez besoin, qui sera aussi recouvert. Et donc là, on a plus de surface au global et on peut peut-être aller sur une appel d'offres avec des tarifs de rachat intéressants. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous montre une dernière slide sur la partie bâtiment pour vous expliquer un petit peu ces tarifs de rachat. Alors, je vais essayer d'être claire là-dessus. Là, c'est vraiment la situation. Je l'ai mis à jour hier avec les derniers chiffres que j'avais. Ça peut encore bouger. Et donc, ce que vous voyez, donc toutes les courbes avec les courbes vraiment avec les petits points, c'est tout ce qui était sur c'est tout ce qui est sur cet arrêté S21, donc c'est-à-dire de l'obligation d'achat. Donc, c'est des tarifs qui sont publiés de façon trimestrielle. On dit voilà, pour telle puissance, le tarif de rachat ce trimestre ce sera ça, pour telle puissance ce sera ça, etc. Ce que vous avez, donc vraiment les barres ici en histogramme, c'est des tarifs moyens qui ont été retenus sur la partie appel d'offres. Donc l'appel d'offres bâtiment, au-dessus de 2500 m², et la nouvelle appel d'offres simplifiée pour les bâtiments.
Donc, la courbe des bâtiments agricoles qui nous intéresse, c'est la courbe rouge ici, voilà, en général. C'est celle qui correspond à la vente totale entre 100 et 500 kg, donc entre des bâtiments de 500 à 2500 mètres carrés. Donc, c'était là-dessus s'est fait la partie financement de tous les nouveaux bâtiments à toiture photovoltaïque que vous avez pu voir et peut-être même déposer des permis en zone agricole. Donc, depuis septembre dernier, ce système-là n'existe plus et on est passé sur cette partie d'appel d'offres. Comme vous pouvez le voir, globalement, on voit que les prix proposés, même sur les autres systèmes, sont vraiment en train de beaucoup diminuer. On est à des prix inférieurs à ce qu'on était au tout début des premiers bâtiments PV. Et même pour cet nouvel appel d'offres, ce nouveau système, on est encore à des prix moyens assez bas. Donc, voilà. Après, vous pouvez toujours étudier des projets, il n'y a pas de souci, il y aura peut-être des projets qui vont passer, mais voilà, faites vos conclusions de cette slide-là. Ce qu'on voit globalement, c'est quand même qu'il y a une volonté au niveau de l'État, voilà, qui va publier ses tarifs et ses appels d'offres, de calmer un petit peu le jeu sur la partie solaire en milieu agricole, en tout cas sur bâtiment. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'espère que j'ai été claire. Désolée pour petit arrêt technique de perte de voix. Pas de questions sur le chat toujours. Écoute, je te propose peut-être, étant donné qu'on a un peu dépassé les timings, je te propose de passer à la suite. Eh bien, très bien. J'ai un dernier point sur lequel je voulais vous présenter. C'est le cas particulier de la serre photovoltaïque. Donc, comme on l'a vu au tout début du webinaire, donc je vous montrais un petit peu les différents projets. Les serres PV, ça rentre dans la même catégorie finalement que les bâtiments photovoltaïques. Là-dessus, la réglementation n'était pas forcément hyper claire, l'instruction technique est un petit peu clarifiée, et en tout cas, nous, en Gironde, l'interprétation qu'on a de tout ça, c'est qu'une serre, ça va être traité comme un bâtiment. Mais après, par contre, vous allez voir, il faut quand même qu'on montre qu'on a de la lumière qui est passée sous la serre, globalement. Pour vous parler juste un petit peu des technologies de serre, parce que je pense que vous avez tous en tête les premières serres photovoltaïques qu'on a commencé à voir apparaître, que j'appelle des serres vintage, parce que vous avez vraiment des serres multi-chapelles avec deux pans, souvent des panneaux orientés sud sur l'entièreté du pan ici. Et donc finalement, on a un très mauvais partage lumineux et la plupart du temps, on n'a pas eu grand-chose qui ont poussé sous ces serres-là. Et des fois, ça se transforme en gare pour tracteurs et autres. À savoir que ça, on a eu ça à une époque, certes, mais maintenant, il y a beaucoup de technologies qui se sont développées sur la partie serre. Là, je vous ai mis des exemples et je vous reviendrai un petit peu en détail juste après. Et du coup, maintenant, les technologies ont évolué et on fait des choses comment dire, avec pas mal de luminosité. Et on peut faire la plupart des cultures sous serre avec des panneaux. Donc, ça peut être aussi des projets intéressants. Là, je vous montre une petite photo de serre que j'avais pu visiter dans le Lot-et-Garonne. Donc, on est sur des serres asymétriques. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. L'idée, c'est que vous voyez, c'est des serres qui sont orientées est-ouest. Vous avez tout un pan ici sans panneau. Et l'autre pan, vous avez une partie du panneau, mais uniquement aux 3/4, et ensuite encore une petite partie avec la lumière qui peut passer. Et tout le verre qui est utilisé, ça va être du verre diffusant. Donc, en fait, au final, sous la serre, ce jour-là, en tout cas, on l'avait visité. Il faisait pas très beau dehors, il faisait limite plus jour sous la serre qu'à l'extérieur. Et donc, sous cette serre en particulier, il y a du maraîchage diversifié. Il y a aussi des asperges, je pense que là, c'était des serres sur plusieurs hectares. Tout ça pour dire que maintenant, on fait des technologies quand même très intéressantes sous serre où on peut faire la plupart des cultures. Encore une fois, c'est des technologies nouvelles. Là, c'était la première année de production. On n'a pas encore tous les retours d'expérience. À voir au fur et à mesure. Il faut encore que ce soit testé. Mais ça a quand même bien avancé à ce niveau-là. Là, c'est un autre exemple de serre. Donc là, c'était sur kiwi. Donc les kiwis, notamment, qui sont des cultures assez tolérantes à l'ombrage, donc d'autant plus intéressant sous serre PV, où là, vous aviez des serres, voilà, pareil, en petite chapelle, mais où il n'y a que la moitié du pan à chaque fois qui est couvert en panneau. Et en plus, sur tracker, qui permet d'ouvrir, de fermer la serre et de gérer l'aération. Donc voilà, ça pour dire que pareil, c'est aussi du cas par cas finalement. Plein de technologies sont adaptées à différentes cultures. Pourquoi c'est un cas particulier? Donc, comme on le voit, c'est un peu quand même un projet d'agrivoltaïsme finalement, parce qu'il y a l'aspect quand même un petit peu synergie avec la gestion de l'ombrage, mais ça va vraiment être géré comme un bâtiment agricole. Donc, ce qu'il faut bien regarder dans ce type de projet-là, c'est que la technologie, le niveau d'ombrage, le dimensionnement de la serre, il va être vraiment adapté à ce qu'on met dessous. Donc, on est sûr que ça pousse. Globalement, il y a des espèces qui sont plus ou moins tolérantes à le maraîchage diversifié. Il faut quand même
augmenter le plus possible la luminosité. Parce que voilà, ce qui est légumes d'été, ça a besoin de lumière. Mais après, donc des projets de serre, ça peut être aussi une occasion de réfléchir on parle de diversification depuis le début de ces webinaires, à se dire peut-être faire une nouvelle culture en recherchant plus de précocité avec de la serre, en recherchant de nouveaux marchés, etc. Et donc, si les panneaux peuvent permettre de financer, ça peut être intéressant. Sur la partie financement, il y a plusieurs modèles sur les serres. On est moins... le schéma que je vous avais montré sur l'agrivoltaïsme, sur le plein champ, ça va être tout le temps ça quasiment, avec le bail amphithéotique, le prêt à usage. Sur les serres, ça va dépendre selon la taille de la serre. Soit que vous investissez vous-même, soit ça va être via un énergéticien quand on est sur des serres de plusieurs hectares. Et souvent, on va vous proposer un outil gratuit mis à disposition. À voir comment ça se passe aussi pareil en termes de tarifs de rachat, ça, j'ai pas encore toutes les infos. Mais souvent, sur ces technologies-là, il y a indemnité pour l'exploitant. Mais par contre, on va vous mettre à disposition une serre toute équipée pour pouvoir cultiver dessous. Et donc, ce qui est important là-dessus, c'est aussi un passage en CDPENAF comme pour un bâtiment PV ou de l'agrivoltaïsme. On doit montrer que la serre, elle est nécessaire à l'exploitation agricole, comme pour un bâtiment, et on doit justifier le partage lumineux, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les panneaux qu'on a mis, le verre qu'on a mis, etc., on ait bien assez de lumière pour que les cultures puissent pousser, comme je vous l'ai dit avant. Voilà, ça c'était vraiment juste pour faire un petit point spécifique sur les serres. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions sur le chat. On se laisse le temps éventuellement pour une question. Sinon, en attendant, je te laisse présenter les personnes ressources. Impeccable. Et écoutez, alors je voulais vous présenter quand même rapidement, donc à savoir que sur le site de la Chambre, on a un dossier donc énergie, on essaye de mettre de l'information le plus possible. Il n'y en a pas encore énormément pour le moment, mais le but c'est qu'on le mette à jour. Vous aurez les infos dans les newsletters Chambre à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses là-dessus. Et si l'aspect un peu plus technique, marché de l'énergie vous intéresse, vous avez le site photovoltaïque.info qui est très bien fait, où il y a beaucoup d'infos. Vous trouverez là le détail sur tout ce que j'ai pu vous expliquer, là, notamment sur les aspects appel d'offres, obligations d'achat, etc. Donc, c'est vraiment plus technique sur la partie électricité, on va dire. Et enfin, donc ce que je voulais vous dire, donc là vous avez mes coordonnées sur tous les projets d'agrivoltaïsme. N'hésitez pas à m'appeler. On fait beaucoup de rendez-vous avec les collègues que vous avez pu voir sur les autres webinaires, donc sur place avec les exploitants et les énergéticiens, pour refaire des points dès la monte des projets et voilà, qu'on soit sûr que les projets aillent dans la bonne direction. Et si vous avez des projets de bâtiments avec PV ou sans PV finalement, parce que si vous êtes là, c'est aussi que vous avez des projets de diversification, donc peut-être que vous aurez besoin de nouveaux bâtiments. N'hésitez pas à contacter ma collègue Marie-Hélène Arquet, qui elle est chargée de mission urbanisme et qui s'occupe spécifiquement des permis de construire. Et elle aide les agriculteurs à monter les permis. Même voilà, elle peut être en contact directement avec vos architectes ou autres pour être sûr que tous les permis qui vont être déposés, ils répondent bien à ce qu'on attend, en tout cas en Gironde, en termes de justification. Voilà, ça c'est gratuit. Vous pouvez contacter Marie-Hélène dès que vous avez un projet de permis pour être sûr que tout soit fait dans les règles. Voilà.